Je suis au quotidien La Croix depuis pas mal d'années et j'étais correspondant à Hong Kong dans les années 80. Autrement dit, c'était un autre Hong Kong qu'aujourd'hui. C'était Hong Kong qui était encore colonie britannique. Et j'y ai vécu 4 ans et j'y suis retourné chaque année depuis ce moment-là pour le travail, pour le journal. Pour des vacances où j'ai emmené mes enfants en allant en Chine, puisque Hong Kong a toujours été et reste toujours une porte d'entrée ou une porte de sortie de la Chine, bien que vous puissiez aussi aujourd'hui aller dans n'importe quelle ville de Chine directement sans passer par Hong Kong, mais à l'époque c'était la porte d'entrée merveilleuse pour la Chine, c'était Hong Kong. Donc c'était pour moi en tant que correspondant de presse à l'époque aussi, pour avoir le droit d'exercer le métier. En Chine c'est toujours très contrôlé, ça l'était à l'époque. Mais ça l'est encore plus aujourd'hui. C'est encore plus compliqué d'être correspondant à Pékin. Donc, je suis ravi d'être là. Je ne vous cache pas que ma fille était parmi vous il y a quelques années. Et je suis ravi de venir pour vous. Et je suis là parce qu'il y a une actualité absolument brûlante sur Hong Kong depuis le mois de juin dernier. Et je vais essayer d'expliquer de façon assez concrète et claire ce qui s'y passe, en commençant par l'actualité de la semaine dernière de dimanche et les élections locales. C'est peut-être un petit détail, mais on va partir de là pour arriver vers le contexte de Hong Kong actuellement et arriver un peu à l'histoire pour expliquer pourquoi il y a aujourd'hui des protestations et des contestations. Alors, dimanche dernier, il y a eu des élections locales, autrement dit des élections de conseil de district. Hong Kong, c'est pour vous donner une idée, c'est 1000 km². Ça vous dit rien, mais 1000 km², c'est 10 fois Paris intramuros. Paris, c'est 100 km². Voilà, donc c'est 10 fois plus grand que Paris. Il y a 7,5 millions d'habitants. Et Hong Kong n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, juste les quartiers où vous avez les grands immeubles, le quartier d'affaires et le quartier commerçant. C'est l'île de Hong Kong, c'est une partie, la péninsule de Kowloon et les nouveaux territoires. C'est assez grand, en fait, et vous avez des îles, beaucoup d'îles tout autour. Donc, ces élections ont consisté en gros à élire des conseillers municipaux. Il y a 18 districts, c'est un peu comme si c'était des arrondissements de Paris, pour essayer de schématiser. La particularité de ces élections, c'est que ce sont les seules élections démocratiques au suffrage universel direct que connaît Hong Kong. Ce sont ces élections locales. Pour vous donner une idée, encore un petit peu tirée par les cheveux, mais c'est comme si en France, il n'y avait que les élections municipales qui étaient démocratiques. Il n'y a à Hong Kong pas d'élection au suffrage universel complète pour le Parlement local et il n'y a pas d'élection au suffrage universel direct pour la chef de l'exécutif. Donc, ces élections étaient importantes et elles étaient encore plus importantes dimanche dernier par rapport aux années précédentes. Ces élections se déroulent tous les 4 ans pour élire les conseillers de district. Et pour la simple et bonne raison que les conseillers de district ne s'occupent que des problèmes locaux, c'est-à-dire les poubelles publiques, enfin le ramassage des poubelles, les lignes de minibus, les stations de métro, enfin des choses très locales en réalité. Et elles n'attiraient en général pas beaucoup d'électeurs. Et elles étaient assez discrètes jusqu'à présent. Enfin, je veux dire, on n'en faisait pas. Dans les journaux, on en parlait quasiment pas. On ne parlait pas des élections locales. Bon, on n'en parlait pas. C'était pas si important que ça. D'où, alors, l'autre élément qui montre que ces élections-là, cette fois-ci, étaient importantes, c'est que depuis le mois de juin, vous avez une levée de boucliers, une contestation massive qui s'est maintenant étendue à peu près tout le territoire et qui revendique un certain nombre de choses.
Vous savez l'origine des contestations du mois de juin? Ça vous dit quelque chose ou pas? Quelle est l'origine de la colère des gens à Hong Kong? Oui. La proposition de texte de loi pour l'extradition vers la Chine. Voilà, très bien, super. C'était ça aussi? Vous vouliez dire ça? C'est ça. Alors, je pars de là. La chef de l'exécutif, qui n'est pas élue, elle est nommée et désignée par Pékin, et elle est désignée. Il y a 3 candidats désignés par Pékin, et un collège électoral, c'est important, hein, de 1200 personnes, qui représente plusieurs catégories politiques et professionnelles de Hong Kong, la désigne. Enfin, eux, ils votent, mais ce ne sont que 1200 personnes. Vous avez évidemment des conseillers de district qui ont leur voix au chapitre. Vous avez des sociétés de transport, vous avez des sociétés de bâtiments, vous avez des médecins, vous avez toutes ces catégories socio-professionnelles qui sont dans ce comité électoral et qui sont en majorité pro-Pékin. Autant vous dire que ce que je vous raconte ce soir, dans tout ce que je vais vous dire ce soir, je ne suis pas... J'aurais du mal à être totalement équilibré, neutre, parce que la situation n'est pas neutre. Et j'aurais un parti pris d'emblée, je vous le dis, hein, c'est pas, dans mes articles, c'est pas totalement ça, je suis plus neutre que ça, mais ce qui s'y passe là-bas ne peut pas souffrir de la moindre hésitation sur les motivations et la légitimité ou pas des manifestations. Et il est clair que lorsque, en février dernier, la chef de l'exécutif dépose cette loi sur l'extradition, elle passe par les différents canaux et en mois de juin, elle est déposée au Parlement. Et là, en dépit des conseils de certains avocats à Hong Kong, vous avez énormément d'avocats. Hong Kong a une administration publique absolument excellente, formée par les Britanniques il y a longtemps, mais qui sont encore d'excellente qualité. Et il était douteux que personne n'ait dit à la chef de l'exécutif que cette loi sur l'extradition allait déplaire. Parce que cette loi, en gros, disait quelle que soit la personne à Hong Kong, qu'elle soit hongkongaise ou étrangère, peut être arrêtée et extradée à l'étranger, mais notamment en Chine continentale, pour un fait, certes, probablement répréhensible, ou pas forcément. C'est-à-dire, vous pouvez y avoir quelqu'un qui soit emmené en Chine parce que la Chine a décidé de poursuivre quelqu'un, et ça pouvait être le cas de quelqu'un d'étranger qui habite à Hong Kong, ou bien vous êtes en transit à l'aéroport, ou bien vous transitez 2 jours, vous pouviez être arrêté et extradé en Chine. Donc pour les Hongkongais, vu le système juridique chinois qui n'a rien à voir avec le système juridique hongkongais, qui jusqu'à présent est fondé sur un état de droit, et la justice dans le système hongkongais aujourd'hui est encore considérée comme relativement indépendante, je dis bien relativement. Donc il était évident que c'était laisser la porte ouverte à la Chine pour arrêter qui elle voulait, quand elle voulait, sous n'importe quel prétexte. Je vous rappelle quand même qu'il y a 2 ans, vous aviez des citoyens hongkongais et même suédois qui tenaient une librairie, qui vendait des livres critiques sur la Chine, qui ont simplement été kidnappés et emmenés sur le continent et été jugés. Certains ont été libérés parce qu'ils ont fait une confession publique à la télévision chinoise sous la contrainte, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la Chine ne se gêne pas pour sortir de la légalité pour faire ce qu'elle veut, en gros. Et comme elle n'a cessé de montrer son omniprésence à Hong Kong depuis plus de 22 ans, puisque en 1997, la Chine a récupéré Hong Kong le 1er juillet, c'est-à-dire il y a eu la rétrocession de Hong Kong. Petit à petit, les Hongkongais ont quand même ressenti la mainmise de plus en plus importante de la Chine dans la vie politique et dans la vie quotidienne, et même dans la vie commerciale
des Hongkongais. Donc ça a démarré le 9 juin, ça fait quasiment 6 mois, et ça a commencé par des manifestations pacifiques de 1 million de gens au début juin. Mi-juin, c'était 2 millions de personnes. Autrement dit, 2 millions sur 7 millions et demi, ça fait beaucoup. Et que jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de mobilisation politique de cette envergure-là à Hong Kong. Autrement dit, les gens redoutaient vraiment, les Hongkongais redoutaient vraiment l'application de cette loi. À partir de là, la chef de l'exécutif a décidé de la suspendre. C'est précis, hein, elle a suspendu, mais elle ne l'a pas retirée. Donc, dans l'ambiance de défiance à l'égard du gouvernement local, les Hongkongais ont continué à manifester pour demander le retrait de la loi. Et les manifestations pacifiques au départ ont dérapé progressivement vers des manifestations plus violentes, notamment le 1er juillet. Le 1er juillet de cette année, le 1er juillet, c'est la date anniversaire de la rétrocession. Il ne faut pas confondre avec le 1er octobre. Mais 1er octobre, il y a eu d'autres manifs. Mais 1er juillet, c'est la date de la rétrocession de Hong Kong. Ce qui, pour Pékin, est une date très importante, symbolique. C'est on a récupéré un territoire chinois sur lequel on a récupéré notre souveraineté. Cette souveraineté n'est absolument pas remise en cause par les Hongkongais. Ils ne disent pas « nous voulons l'indépendance ». C'est très important parce que la Chine rétorque sans cesse aux Hongkongais ou à ceux qui critiquent la Chine à l'extérieur que Hong Kong est chinoise. Personne, même les Hongkongais, ne disent le contraire. Mais ça, c'est l'argument renvoyé par Pékin. Et cette journée-là, j'y étais, il y a eu 800 000 personnes qui ont manifesté tranquillement dans la rue. Et le soir, un groupe de jeunes ont pris d'assaut le Parlement local, qui était vide. On les a laissés rentrer dedans. Ils ont effectivement saccagé l'hémicycle et les policiers ont répondu violemment. Et ça a été le début de violence et d'affrontements entre les policiers et les manifestants depuis le mois de juillet. Et c'est le cycle infernal de la violence. Aujourd'hui, après, les discussions, c'est qui est responsable de ces violences. Mais ce sont les violences des jeunes, d'un groupe de jeunes en première ligne qui provoquent, etc. L'idée du gouvernement, en laissant ces étudiants et des jeunes, mais pas que des étudiants, hein, attention, ce n'est pas un mouvement d'étudiants, c'est un mouvement de jeunes et de Hongkongais. C'est que des étudiants, ce n'est pas les étudiants qui manifestent. Non, c'est des jeunes, vous avez des collégiens, des lycéens, des étudiants, des travailleurs, des employés de bureau, vous avez... ça c'est devenu toutes les catégories professionnelles du territoire. L'idée de départ, c'était justement de laisser ces violences se passer, parce que quand j'y étais, les policiers, enfin c'est des détails, mais les policiers entouraient le Parlement, et subitement ils ont disparu. Et donc ils ont laissé, en gros, la porte, enfin, la voie libre à ce qu'ils défoncent la porte et qu'ils rentrent dedans. Et après, ils sont intervenus. L'idée était de faire basculer l'opinion publique des Hongkongais, dont ils imaginaient, le gouvernement imaginait que ces violences seraient rejetées par les Hongkongais et que l'opinion publique allait basculer du côté du gouvernement. Ce qui s'était passé en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 2014, c'était la révolution des parapluies. Donc c'était un premier mouvement de contestation pour demander un suffrage universel. Ce mouvement était dans 3 quartiers seulement, et il y a eu des violences. Et à ce moment-là, ça paralysait certains quartiers. Et là, les Hongkongais n'étaient pas d'accord. Ils se sont dit, ah, bon, au bout ça a duré plus de 6 semaines, ils ont dit ça suffit, puis il y a eu des affrontements, mais comparé à ceux qui se passent maintenant, c'est très peu en réalité. Mais là, l'opinion publique avait basculé. Et le mouvement des parapluies avait été sorti de là sans une seule concession et avait considéré ça comme un échec. Mais ils avaient dit, bon, nous avons perdu la bataille, mais nous reviendrons. Mais à l'époque, on se demandait bien
comment ils allaient pouvoir revenir. Et donc, en provoquant, enfin, je dirais, en provoquant ces violences le 1er juillet, voilà, le gouvernement avait cette tactique-là. Et en fait, même moi, je me suis dit, c'est pas bon, parce que j'étais dans des petits restos, des petits lobbies, je regardais les gens qui regardaient les écrans partout dans les restos, parce que la télé locale, elle est très pro-gouvernementale, donc on voyait que la violence des manifestants. Et je me suis dit, les gens vont pas très bien réagir. Et j'ai fait un papier en disant, c'est peut-être un peu risqué de s'être laissé aller à la violence. Et en réalité, l'opinion publique n'a pas basculé. Et dans les manifestations qui ont suivi en juillet et en août, la mobilisation s'est étendue non plus sur l'île de Hong Kong, comme c'était la tradition, mais sur la péninsule de Kowloon et dans tous les nouveaux territoires. Un détail, si vous visualisez, je ne peux pas vous faire un dessin, mais c'est quand même important. Géographiquement, la géographie, elle est importante. Ah, il n'y a pas de... Un petit stylo? Non. Hong Kong, ça n'est pas qu'une île. Je dis, on entend parler de Hong Kong, alors il y a l'île de Hong Kong, si on la... C'est important parce que l'île, elle n'a que 2 millions d'habitants. L'île. C'est là où se sont passés tous les événements jusqu'à présent, enfin, jusqu'à il y a 3-4 mois. Mais vous avez la péninsule, c'est-à-dire le bout du continent chinois là, ici, et vous avez des nouveaux territoires. Et là, vous avez quand même 5 millions de gens. Et les districts dont je vous ai parlé, c'est des districts où il y a 1 million d'habitants dans certains districts. C'est pas des petits... Vous voyez, c'est plus peuplé que les arrondissements de Paris, puisqu'il y a 7,5 millions d'habitants. En gros, je voudrais juste vous visualiser. Vous avez, en gros, vous avez l'île, vous savez, des grandes îles ici, vous avez l'aéroport, d'accord ? Ils ont fait un énorme pont, enfin une autoroute, etc. Vous avez, ici, ça fait ça, et puis ça fait ça, d'accord ? Ici, c'est ce qui s'appelle, parce que maintenant, vous allez être des vrais professionnels, Kowloon. Là, vous avez Hong Kong Island, qui s'appelle toujours l'île Victoria. On ne le sait pas, personne ne le dit, mais ça s'appelle l'île Victoria, et ça reste toujours l'île Victoria, ce qui est quand même aussi un peu paradoxal, mais les Chinois n'ont pas débaptisé non seulement le nom, là, Victoria, Kowloon, et New Territories, les nouveaux territoires. Et les rues de Hong Kong, par exemple, restent bilingues, mais ont toujours des noms anglais. Vous avez Prince Edward's, vous avez NSC Road, des noms des gouverneurs passés ou des hommes politiques ou autres. Donc c'est bon. Donc ça, ils n'ont pas fait ça. Mais pour vous dire, ici, vous avez 5 millions d'habitants, et ici, vous en avez 2,5, admettons. Voilà. Donc, et les manifs se passaient ici, et elles sont passées de l'autre côté ici, et maintenant partout ici dans tous les districts là. Donc, c'est plus seulement une histoire sur l'île de Hong Kong où c'était les privilégiés de Hong Kong qui manifestent. Voilà. Non, c'est tout le territoire. Et tous les gens, en fait, se sentent menacés par la mainmise progressive de Pékin tranquillement depuis 22 ans. Je vais vous en parler un peu plus. Donc, 1er juillet, autre élément important. En septembre, c'est-à-dire quand même plus de 3 mois après avoir suspendu la loi, après toutes ces manifestations qui sont devenues de plus en plus violentes, la chef de l'exécutif décide enfin début septembre, de retirer la loi. Et là, évidemment, le gouvernement se dit, alors, je retire la loi, c'est fini, tout le monde va rentrer chez soi, et on n'en parle plus, on va retrouver le calme. Sauf que, entre mi-juin et début septembre, il y a eu des violences policières absolument totalement inconnues de Hong Kong. Hong Kong n'a jamais connu de manifestation de cette ampleur de toute son histoire, sauf dans les années 60, pendant quelques semaines, mais c'était une autre époque. Les années 60, c'était une autre époque. C'était en liaison avec les communistes chinois qui avaient déstabilisé, il y avait eu des violences et il y avait eu des morts. Mais entre 60 et aujourd'hui, il n'y avait pas de manifestation de ce genre-là. Et les manifestants, au fil des semaines,
ont eu de nouvelles revendications. C'est-à-dire, au-delà de la loi, retirer la loi, il y a eu une demande d'enquête indépendante sur les violences policières, des demandes également d'arrêter de les appeler émeutiers, parce que pour les Chinois de Pékin, chaque mot a un sens. Un manifestant, c'est un manifestant. Si vous êtes un émeutier, aux yeux de la justice, c'est bien différent et vous pouvez être condamné à beaucoup plus d'années de prison. Et si vous êtes assimilé à du terrorisme, vous êtes là encore beaucoup plus menacé d'être arrêté. Ce qui a été la progression de la qualification de Pékin des manifestants de Hong Kong. Donc, quand vous avez en anglais rioters ou quand vous avez terrorists, mais vous n'avez pas demonstrators, vous voyez tout de suite qui parle lorsque sur des réseaux vous avez cette terminologie. Et ils ont aussi demandé une enquête indépendante, demandé d'arrêter qu'on les considère comme des émeutiers. Et ils ont ajouté aussi une demande pour que le suffrage universel soit intégré à la loi fondamentale, donc à la constitution de Hong Kong, en dernière demande. Donc, l'éventail des demandes s'est passablement élargi. Et que le retrait de la loi en septembre n'a rien fait pour calmer les manifestants. Et le gouvernement n'a jusqu'à présent, même avec ces élections de dimanche dernier, où on s'imaginait que peut-être le gouvernement allait faire des concessions, eh bien, il n'a jamais fait la moindre concession, ni lancé le moindre dialogue avec les manifestants. Vous me direz que ces manifestations-là, si vous avez un peu suivi, mais peu importe, ils se targuent de ne pas avoir de leader. Il n'y a pas un leader qui mène toutes les manifestations. Il y a plusieurs têtes importantes, mais personne ne revendique le titre de leader des manifestations. Donc, ce que beaucoup disent aussi, c'est que si vous n'avez pas de leader, si vous n'avez pas de structure derrière ce mouvement, vous vous demandez bien avec qui vous allez négocier ou discuter. Bon, en France, ça marche comme ça marche, mais vous avez des syndicats, vous avez des... Bon, alors, je ne fais pas de comparaison avec les Gilets jaunes parce que ce n'est pas très bon, mais les Gilets jaunes, il n'y avait pas de leader non plus. Donc c'était aussi compliqué. D'accord, mais j'arrêterai là la comparaison parce que c'est pas légitime, c'est pas comparable. C'est pas comparable parce qu'on me l'a fait les comparaisons en permanence, les violences policières en France et les violences policières à Hong Kong, en me disant oui, mais en France c'est aussi terrible, etc. Je dis oui. Maintenant à Hong Kong, ce n'est pas un État, ce n'est pas un État. Pékin décide. Pékin est le maître. À Hong Kong, c'est un territoire, c'est une province. Le gouvernement local n'a aucun pouvoir. Et ils ne sont pas libres de décider, de négocier et de faire des concessions. Ça vous paraît clair ou pas ? Non, je vous vois froncer les yeux, mais la distinction, c'est qu'en France, vous avez un État, vous avez un gouvernement, vous avez un président, vous avez des députés, alors qu'à Hong Kong, vous avez un chef de l'exécutif qui n'est pas légitime, qui n'est pas élu, qui a été désigné. Vous avez la moitié des députés qui ne sont pas élus au suffrage universel. Donc vous n'avez pas, si vous voulez, un État autonome indépendant, une souveraineté propre. C'est un territoire. Ah, autre précision, c'est un petit peu décousu, mais le nom actuel de Hong Kong, depuis 1997, s'appelle la région administrative spéciale de Hong Kong. Bon, donc c'est une province de Hong Kong, de la Chine. Voilà, c'est ça qui est quand même la grande différence, c'est-à-dire ici, vous avez eu des décisions qui ont été prises. Le gouvernement ou le président a décidé de lâcher 10 milliards, 12 milliards, peu importe. Mais là, il n'y a pas eu de réponse. À Hong Kong, il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu « oui, nous allons lancer une enquête indépendante sur les violences policières. Oui, vous n'êtes pas considérés comme des émeutiers, vous êtes des manifestants. Oui, nous allons commencer à discuter du processus électoral qui peut effectivement se transformer en suffrage universel direct pour tout le monde. » Et donc, ces demandes restent toujours là. Et ces élections, ce week-end dernier, ont été une victoire écrasante pour les pro-démocrates.
sur les 18 districts, sur les 18 arrondissements, ils ont remporté 17. Donc c'est écrasant. Pour autant, le pouvoir de ces conseillers de district est minimum et symbolique. Ils n'ont pas de pouvoir de décision autre que celui dans leur quartier. Et ce ne sont pas eux qui vont pouvoir influencer et faire basculer le Parlement, ni le gouvernement, ni la chef de l'exécutif. Voilà. Donc la joie de tous les Hongkongais est légitime parce que quand on les laisse, voter et ils s'expriment, c'est-à-dire pacifiquement, comme il y a eu les manifestations pacifiques avant. Et on disait que ces élections-là, dans le contexte de manifestations, elles ont failli être annulées, ce qui aurait été, à mon avis, encore un bidon d'huile supplémentaire sur l'incendie déjà déclaré. Donc elles ont eu lieu. Le gouvernement n'a pas réagi en disant « Je vous ai entendu, nous avons perdu et nous allons commencer à discuter ». Ça n'a pas été du tout cette réaction-là de la part de la chef de l'exécutif. Elle a bien dit une nouvelle fois « Je vais humblement écouter et prendre des mesures ». Mais pour elle, c'est l'objectif, comme pour celui de Pékin, c'est de ramener le calme à Hong Kong, d'arrêter les violences, mais sans faire la moindre proposition. Donc, le schéma est simplement de contenir et réprimer la violence. C'est la seule solution. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut... Quand je lis sur les réseaux, qu'on me répond, mais les manifestants sont responsables des violences, il y a aussi des violences de la part des manifestants, je ne le nie pas du tout. Maintenant, il faut remonter à l'origine et de voir ce qu'il y a, les forces en présence, qui répond à qui et comment. Et là, on est parti dans un cycle infernal, et je ne suis pas certain que dans les semaines qui viennent, et d'ailleurs, bon, il y a toujours des manifs, ça va quand même se poursuivre. Alors, je remonte un peu en arrière pour vous expliquer que Hong Kong est revenu à la Chine en 1997. Il y a eu un accord entre la Chine et la Grande-Bretagne en 1984 entre Margaret Thatcher et Deng Xiaoping. Et c'est une déclaration commune sino-britannique qui donnait les éléments légaux pour le futur statut de Hong Kong après 1997. Et il était fondé sur le principe, vous avez dû l'entendre parler, sur le principe d'un pays, la Chine, dans lequel il y avait deux systèmes, le système continental, enfin je veux dire donc Pékin, après Pékin, communiste, officiel, tout ce que vous voulez, et le deuxième pays, c'était Hong Kong. Donc, sous ce principe d'un pays de système, il était garanti une autonomie très importante de Hong Kong, qui était considéré comme un territoire à part. Et il a été rédigé à ce moment-là, donc cet accord, c'est un traité entre les deux, et la Chine s'engageait à respecter cette autonomie. De façon étonnante, il a été prévu que ce soit une autonomie pendant 50 ans. 1997-2047. Pourquoi 50 ans? Bon, à l'époque, imaginez 84. 1984, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas Internet. Il y avait un téléphone pour 25 millions de Chinois. Hong Kong, il y avait des téléphones portables qui commençaient à être là. Je peux vous dire, à Hong Kong, il y avait déjà des gros trucs qui étaient là sur la table. Et on se disait, à l'époque, en 84, que 50 ans, c'était 2 générations, et que l'ouverture de la Chine depuis 1978, avec Deng Xiaoping, après Mao, la Chine allait devenir une grande puissance économique, ou du moins, bon, elle allait évoluer et s'intégrer dans le concert des nations, et je dirais, personne ne rêvait à ce que la Chine devienne démocratique, ça c'est pas tout à fait l'idée à l'époque, mais on se disait qu'en 50 ans,
le développement économique de la Chine allait être suffisamment fort pour que le schéma d'un développement économique d'un pays allait automatiquement apporter la démocratie dans ce pays. C'est la logique. En 84. Non mais on peut sourire aujourd'hui, mais à l'époque, et encore des gens aujourd'hui se disent, il y a encore pas longtemps, disaient, la classe moyenne chinoise, qui est 350 millions d'habitants, une fois qu'elle a sa voiture, sa maison, ses écoles pour les enfants, de l'argent et le bien-être, elle va aspirer à la démocratie. Eh bien non. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas marché comme ça. Mais a posteriori, j'explique pourquoi à l'époque, on pouvait se dire que dans 50 ans, l'évolution économique de la Chine allait amener la Chine vers un autre schéma, un peu à la Singapour, c'est-à-dire une pseudo-démocratie un peu autoritaire, mais libérale. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde s'est un peu trompé. Et en même temps, c'était 84. Hong Kong à l'époque, 84, 97, c'était un peu loin. À Hong Kong à l'époque, les Hongkongais, là j'y habitais à ce moment-là, n'étaient pas politisés du tout. Hong Kong a été construite par des migrants chinois du continent qui n'ont cessé de fuir soit la pauvreté des campagnes en Chine, du Guangdong, les cousins, les frères de la province voisine qui parlent la même langue, le cantonais, et des réfugiés de la grande famine de 60 ou des réfugiés politiques de la révolution culturelle. En gros, c'est la masse de la population de Hong Kong, c'est la masse de la population qui a constitué Hong Kong et qui a bossé comme des dingues pour faire de Hong Kong ce qu'elle est. Et le plus important pour eux, c'était de pouvoir faire à Hong Kong, dans le cadre de Hong Kong, d'avoir la liberté d'entreprendre. Ce n'était pas la liberté de voter, ce n'était pas la liberté de s'exprimer, ils l'avaient, mais ce n'était pas ça l'important. Et c'est là où il y a un point très important, que même encore des confrères qui sont censés connaître un peu plus que les autres ne comprennent toujours pas, c'est qu'en 97, quand Hong Kong revient à la Chine, en fait, ce n'est pas une démocratie à Hong Kong qui revient à la Chine communiste. C'est un territoire où l'état de droit est fondamental et où il y a une justice indépendante dans laquelle, dans ce cadre de l'état de droit, les Hongkongais ont pu travailler, s'exprimer. C'est-à-dire que c'était un pays non démocratique mais libre qui revenait à la Chine. Il n'y avait pas de démocratie, on ne votait pas à ce moment-là. Mais dans l'accord de 84, il était précisé dans l'article 14 que le processus électoral devait évoluer vers une démocratie totale et vers un vote à suffrage universel direct pour les députés et la chef de l'exécutif. C'est la promesse qui était dans la déclaration et qui est dans la loi, la constitution de Hong Kong à cette époque-là. Et c'est cette promesse-là qui n'est pas tenue par Pékin. N'en déplaise à tous les Chinois du continent qui critiquent, qui insultent, qui même violentent des Hongkongais à l'étranger qui défendent leur situation, c'est la réalité. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, après 97, devait se mettre en place un processus électoral et une démocratie, et ça n'a pas été fait. Et vous avez eu plusieurs phases à Hong Kong. En 2003, des manifestations parce qu'on voulait imposer une loi de sécurité nationale dont les gens n'ont pas voulu, ça a été retiré. En 2012, d'autres manifestations parce qu'il y avait une réforme de l'éducation qui voulait imposer une lecture pékinoise de l'éducation nationaliste et oui, nationaliste, enfin je veux dire, c'était la Chine, le continent, il faut aimer la patrie, l'hymne national chinois. Il n'y a pas d'hymne national hongkongais, quoi. Donc il fallait se plier à ça. Ça a été retiré également.
Donc il y a eu, après 97, des prises de conscience politiques. Mais la grande prise de conscience pour les Hongkongais, après 84, ça a été 1989 et la répression des étudiants chinois à Pékin sur la place Tiananmen, où il y a eu plus de 1000 morts. Et là, ça a été un réveil assez violent pour les Hongkongais qui, à ce moment-là, se sont dit « Oh, oula, dans quelques années, là, 89, 97, ça commence à être un peu plus proche, on va se retrouver faisant partie de ce territoire chinois. » Et donc là, ils ont commencé à se politiser, à s'engager. Beaucoup sont partis à l'étranger, il y a eu une fuite des cerveaux. Beaucoup de Hongkongais aujourd'hui ont ont des passeports étrangers, américains, canadiens, australiens ou anglais, pour anticiper le 97. Et après 97, bon, les Chinois ont été assez malins. Ils ont laissé les choses progressivement évoluer. On ne pouvait pas dire que dans les 10 premières années, il y a eu beaucoup de, je dirais, d'ingérence visible de la part des Chinois qui pouvaient être contestées ou remises en cause. Sauf que la démocratisation n'était pas mise en place. Et 2014, c'était la première grande mobilisation contre le fait que le suffrage universel n'était pas en place. Et là, non seulement depuis cette époque, enfin depuis les années 2000, en fait, vous avez une infiltration pékinoise dans toutes les sphères de la société hongkongaise, que ce soit politique, juridique, économique, commerciale, qui commence à inquiéter tout le monde à Hong Kong. Et on voyait la mainmise de Pékin de plus en plus visiblement. Et depuis l'arrivée de Xi Jinping en Chine comme leader en 2012, et là, on est rentré dans une phase, je dirais, en Chine, d'oppression au maximum et d'intégration accélérée de Hong Kong dans le territoire national. Pour vous donner juste une idée de l'implication chinoise à Hong Kong, qui est une place financière majeure et capitale pour la Chine continentale, 40% des entreprises cotées en bourse à Hong Kong sont des entreprises chinoises continentales. C'est quand même 40%, c'est énorme. Et donc, pour la Chine, c'est une place financière très importante. D'où l'idée de se poser la question. Le titre, c'était « Pékin veut-elle étouffer Hong Kong ?» C'est-à-dire que pour la Chine, Hong Kong reste une plateforme financière très importante pour la levée de capitaux pour ces entreprises, mais aussi pour ses fortunes personnelles, pour des Chinois richissimes qui veulent faire sortir leur argent et qui veulent l'investir. Donc la question là est de savoir si, au nom de la survie et du renforcement du parti, qui est omniprésent, qui est capital, on sacrifie Hong Kong, parce qu'on s'en fiche, on va perdre beaucoup d'argent, mais on va garder Hong Kong, on va tuer Hong Kong, en réalité. Et ces violences-là commencent à mettre le doute dans la tête de pas mal de grosses entreprises à Hong Kong, en se disant, est-ce que, si ça continue, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on ne reste pas? Donc pour le moment, on n'a pas de loi martiale, on n'a pas d'état d'urgence, ils n'ont pas encore coupé Internet, mais on a vu que les manifestations étaient à l'aéroport 3 fois et l'aéroport a pu être fermé. Hong Kong, c'est un port et un aéroport et une bourse, d'accord? Jusque-là, la bourse, elle tient, le port, il tient, mais vous avez les concurrents continentaux et l'aéroport a été fermé 3 fois et le statut économique de Hong Kong reste spécial, c'est-à-dire que aux yeux de l'extérieur et des grandes puissances européennes ou américaines, Hong Kong n'a pas le statut des autres villes chinoises. C'est-à-dire qu'il y a des facilités d'import-export sans barrière douanière. C'est le free market, c'est le marché ouvert, sans taxes, qui est aussi à l'origine de la puissance et la richesse de Hong Kong. Donc jusqu'à présent, c'est maintenu. C'est très important. Si ces éléments-là étaient amenés à disparaître, ça ferait quand même claudiquer d'abord Hong Kong ou peut-être même le faire effondrer. Donc ça, pour le moment, on est encore dans un processus. On n'est pas encore sorti de ce tunnel et c'est pas très simple de faire des prévisions, même si vous allez me poser des questions, mais c'est pas très simple de savoir ce qui va se passer. Mais les enjeux sont
effectivement, est-ce que la Chine veut conserver Hong Kong avec les avantages que ça lui procure, ou bien si elle est prête à le sacrifier. Voilà, je crois que vous avez une petite idée. Maintenant, si vous avez des doutes, des questions, vous n'hésitez pas. Toutes les questions sont légitimes et il n'y a pas de questions bêtes. Surtout, il n'y a pas de questions bêtes. Et en tant que journaliste, je peux vous dire que j'en pose des questions bêtes, mais qui ne sont pas si bêtes. Donc n'hésitez pas, quoi. Le moindre doute. Voilà. Alors n'hésitez pas, parce que je n'ai pas tout raconté, mais là, je pense que vous avez des éléments pour mieux comprendre. Merci. J'espère. Qui veut poser des questions ? Alors, oui, bonjour déjà. C'est pour vous demander, vis-à-vis de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, pourquoi est-ce que les Anglais ont accepté de le faire ? Enfin, qu'est-ce qui les a poussés à accepter ? Parce que c'était une manne financière pour eux aussi. Non mais, donc, oui, mais c'est ouais. exactement ce que j'étais en train de me dire. J'ai oublié de vous expliquer quelque chose. C'est pour ça que je voulais vous faire cette carte. Ça va vous allez voir, vous allez tout comprendre. Et je ne voulais pas commencer par le genre de conférence 1842, la guerre de l'opium et tout. Mais là, je le fais maintenant parce qu'on est chaud. Donc, 1842, fin de la première guerre de l'opium. Donc, les Anglais rentrent, forcent la Chine à ouvrir des ports et obtiennent ça. S'accaparent, annexent, obtiennent la propriété totale de l'île et de Kowloon. C'est pour ça que je voulais que vous ayez cette carte. Et, détail important, à Hong Kong, si vous y allez, ici, il y a une rue qui s'appelle Boundary Street. Frontière, rue frontière. Ça, c'était le traité de Nankin. Bon. Et rétrocession. En 1898, il y a eu un autre traité de Pékin. Bon, ça c'est plus facile. Traité de Pékin, où la Chine concédait un bail de 99 ans sur les nouveaux territoires. Donc, historiquement, 99 ans après, donc en 1997, ce sont ces nouveaux territoires-là qui, normalement, seulement auraient dû être rendus à la Chine. Mais on était en 1984, on allait en 97, et les Anglais, enfin je veux dire, après toutes les décolonisations partout dans le monde, ont décidé, en négociant, mais en accord avec les Chinois, de tout rendre. Parce que, à l'époque, ça semblait anachronique de... Enfin, d'abord, les Chinois voulaient tout récupérer, c'est clair, mais en même temps, bon, les Anglais avaient des banques, avaient tout ce qu'il fallait, et on a négocié, d'où le Sino-British Declaration de 84, qui faisait que, bon, on vous rend tout, mais on a une constitution et on a un pays de système. Et on va garantir une autonomie de Hong Kong pendant 50 ans. Donc c'était ce qui semblait être un accord relativement fair, quoi. C'était assez fair. Donc voilà pourquoi. Ça, c'est très important, en fait, enfin, de comprendre ça. Juste un détail pour vous donner un autre truc. De l'autre côté, là, il y a le delta de la rivière des Perles, d'accord ? Vous avez Canton là-haut. Et là, vous avez quoi, là ? C'est Macao. Yes, super. Ah, j'adore. Bon. Eh bien, Macao, à l'inverse de Hong Kong, n'a jamais été territoire portugais. Macao a toujours été un territoire chinois sous administration portugaise. Le statut n'était pas le même s'il était antérieur en plus. Hein. Les gens à Macao existait avant Hong Kong. Hein. Enfin, les Portugais, ils y étaient déjà XVIe siècle. Hein. Et Macao, vous savez quand ça a été rendu à la Chine ?
Mais c'est dingue. Vous savez le mois? Non, bon, oh non, je plaisante. Bon, décembre 99. Mais ça a été un rendu de gouvernement, mais pas de territoire. Voilà, vous avez 2 statuts. Vous voyez, ça n'a jamais été colonie, en fait, Macao. Donc, voilà. Merci. Je voulais vous dire ça, en fait. Bonjour. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est possible que que les militaires chinois qui sont sur le territoire hongkongais puissent intervenir ou pas? Super, donc ça veut dire déjà que vous savez qu'il y a des militaires chinois. Oui, il y en a 6 000 À Hong depuis Kong. 97. Comment? Il y en a 6 000 depuis 97. Exactement, c'était dans l'accord. Brillantissime. Non, c'est impressionnant parce que les gens ne savent même pas ça. Oui, il y en a 6 000, c'est dans l'accord. Il a été décidé qu'il y aurait des soldats de l'armée populaire de libération, hein, donc en anglais c'est PLA, puis en français c'est Armée populaire de libération. De tristes mémoires, PLA, Tiananmen, massacre des étudiants, d'accord? Pour les Chinois, pour les Hongkongais, c'est un traumatisme, Tiananmen de 89. Hein. 1 million de personnes dans les rues pour défendre la démocratie en Chine à l'époque, à Hong Kong. C'était 1 million déjà. Mais vous avez 19. Vous avez 19 casernes. 19 casernes, voilà, sur tout le territoire, où vous avez des soldats. Et en fait, quand on dit, oui, les Chinois... Alors, votre question, elle est très bonne parce qu'elle est précise. C'est pas, est-ce que l'armée chinoise va intervenir à Hong Kong? Est-ce que l'armée chinoise à Hong Kong va intervenir? Ce qui est beaucoup plus subtil, d'ailleurs. Parce qu'en fait, l'armée chinoise, elle est déjà à Hong Kong, en fait. Ce qu'on sait moins, c'est qu'entre juin et maintenant, cet été, il a été prouvé que... On a vu des mouvements... Enfin, je ne parle pas des mouvements qu'on a filmés en Chine, hein, les entraînements de l'armée là. Il y a eu des mouvements où il y a la relève. Il y a une relève des soldats de Hong Kong, chinois de Hong Kong, ils rentrent et d'autres viennent. Et il s'est trouvé que, en fait, personne n'est parti et 6 000 sont venus nouveaux en plus. Donc aujourd'hui, vous en avez 12 000. Mais dans la loi, il est totalement interdit à ces soldats de sortir dans les rues de Hong Kong, sous n'importe quel prétexte, sauf à la demande expresse du gouvernement local. Et on a vu par 2 fois les soldats sortir. En 2018, il y avait eu un typhon, ils ont aidé. Et là, il y a 3 semaines, on les a vus déblayer une avenue après des manifestations, ils ont ramassé des briques, ce qui est une totale violation de la Constitution de Hong Kong. Tout ça, encore une fois, n'est jamais gratuit. Tout ça, c'est pour montrer aux Hongkongais qui sont là et que c'est comme si on voulait les habituer à ce qu'ils sortent dehors. Ça a l'air de rien. Les dépêches à l'époque d'agence disaient « Oui, les soldats nettoient les rues de la ville ». J'ai trouvé ça un peu fort de café, quoi, parce que c'est comme si c'était normal. Et en fait, non, c'est une violation totale. Donc, votre question, le gouvernement local, s'il sent qu'il ne maîtrise plus, peut faire appel à l'armée. Mais ça, c'est une décision que ce n'est pas la chef de l'exécutif qui va la prendre, c'est Pékin qui va décider que ces troupes chinoises à Hong Kong doivent intervenir. Ce ne sera pas Carrie Lam, hein, la chef de l'exécutif, qui le décidera. C'est pas envisageable. Mais pour Pékin, c'est un choix très, très sensible parce que l'armée populaire de libération dans les rues de Hong Kong risque de provoquer une réaction viscérale de la part de toute la génération des Hongkongais qui se souviennent de Tiananmen. Et dans le monde entier, on ne manquera pas de rappeler aux Chinois que cette armée-là, elle est intervenue déjà et qu'ils sont très prudents dans cette idée. Autre détail, les soldats qui sont à Hong Kong, chinois, ce sont des unités d'élite de très haut niveau et qui notamment ont été formés au Xinjiang, dans la province du nord-ouest de la Chine, où
sait maintenant qu'il y a depuis 2016 des camps de travail, de réhabilitation, des camps de concentration, des camps de travail, tout ce que vous voulez, et que ces soldats-là ont été entraînés. Et que les policiers hongkongais, au nombre de 30 000, donc, avec les administrations, etc., eux aussi, certaines unités ont été envoyées au Xinjiang pour être formées à... quand on va au Xinjiang, on est formé à l'antiterrorisme, puisque la Chine se bat contre le terrorisme officiellement au Xinjiang. Voilà. Et que je vous renvoie émeutiers et terroristes. Si on commence à taxer les gens à Hong Kong de terroristes, ça justifiera la répression, puisque c'est la même chose au Xinjiang. Voilà. Bonsoir monsieur, merci pour votre intervention. Moi je connais pas forcément bien le dossier, mais j'aimerais ça. Enfin, je me pose juste une question. Quand il y a toujours ces révoltes un peu populaires, enfin très populaires d'ailleurs, oui. Est-ce qu'il y a des formes d'ingérence étrangère au niveau du mouvement? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça c'est aussi une autre question, parce que c'est classiquement c'est la réponse de Pékin à toute déstabilisation, que ce soit en Chine ou sur ses territoires. Et la réponse de Pékin à Hong Kong, c'est qu'il y a forcément une ingérence extérieure qui fomente, finance et organise toutes les contestations à Hong Kong. Et évidemment, cette ingérence est forcément américaine, en premier. Et pour en avoir parlé, pour y avoir été, etc., les Américains ne sont pas favorables à la répression chinoise nulle part. D'accord. Mais je peux vous dire que les Hongkongais n'ont pas besoin d'une quelconque ingérence étrangère. Je parle bien ici, sur le territoire, pour s'organiser. Au niveau financier, vous avez eu des levées de fonds, des crowdfunding, qui ont récolté des millions de dollars hongkongais pour des campagnes de pub internationales. Vous avez vu des pubs, il y a eu en juillet, en octobre, dans tous les journaux en Europe et aux États-Unis. Et franchement, leur organisation, elle est tellement singulière qu'elle inspire. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vous avez les masques de Vendetta, vous les retrouvez au Liban, à Beyrouth. Les iPhones, les protestations, vous les retrouvez aussi au Chili ou à Beyrouth ou ailleurs. Et qu'ils inspirent beaucoup de manifestants. Eux aussi sont inspirés de la révolution orange en Ukraine, avec mettre le feu, etc. Voilà. Mais l'histoire des ingérences étrangères, c'est toujours l'argument utilisé. D'ailleurs, la Chine l'utilise tout le temps, encore aujourd'hui, quoi. Maintenant. Enfin, c'est la rhétorique, mais il faut pas l'acheter, quoi. Voilà. C'est ma réponse. Je vous ai dit que je n'étais pas neutre. Mais non, mais attendez, j'ai été sur d'autres terrains où, en Amérique du Sud notamment, même si on a toujours cette théorie du complot américain en Amérique du Sud, clairement les États-Unis étaient derrière des tas d'événements, quoi. Mais là, même si on vous montre Joshua Wong, un des jeunes leaders de 22 ans, qui était avec une des conseillères du consulat américain à Hong Kong dans un lobby d'hôtel, dans un coffee shop, il ne se cachait pas, mais ces photos-là sont utilisées par la Chine pour dire voilà l'ingérence. Vous voyez, ils discutent avec la première conseillère du consulat américain, et forcément que les Américains sont derrière, quoi. Vu la frilosité de l'Union européenne sur le dossier, vu la frilosité de la France sur le dossier, entre autres, mais pas que, je ne vois pas beaucoup d'ingérence de ce côté-là. Voilà, quoi. Donc, bon, si ma réponse vous satisfait, mais... Bonsoir à tous. Je voulais savoir, j'ai entendu dire que les Chinois du continent avaient tendance à voir les Hongkongais comme des enfants pourris gâtés. Oui. C'est évidemment pas ce que je pense. Est-ce que vous pourriez développer justement sur ça? J'adore les questions, vous pouvez développer. Non, mais ça encore, ça me fait sourire, parce que pour penser que les Hongkongais sont des enfants gâtés, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a dit aux jeunes Chinois du continent? Qu'est-ce qu'on leur a dit sur Hong Kong? On leur a dit que la Chine déverse des millions de yuan pour aider les Hongkongais.
On leur dit que sans la Chine, ils ne seraient pas ce qu'ils sont et qu'ils ont besoin de la Chine pour continuer à vivre et que le grand plan de la Grande Baie, the Greater Bay Area, avec Hong Kong, Canton, Zhuhai, Macao, qui est le grand plan chinois, sans ça, Hong Kong s'effondre et que voilà pourquoi nous, les Chinois, tout ce qu'on fait pour les Hongkongais, regardez tout ce qu'on fait pour les Hongkongais, et ces ingrats manifestent et nous insultent. Donc ça encore, si vous voulez, c'est un argument qui est difficile à avaler pour les Hongkongais. Alors, pour être plus équilibré, il faut toujours se rappeler que l'eau, c'est bête, hein, mais l'eau potable de Hong Kong vient du continent. Hong Kong l'achète, hein, c'est pas gratuit, hein. C'est important. Et une énorme partie de la nourriture aussi, hein, je veux dire, tout bête, hein, les cochons, les canards, les poulets qui font partie de la gastronomie quotidienne, ça vient aussi en grande partie de Chine, d'accord. Mais c'est pas donné. Ils font pas l'aumône. Enfin, je veux dire, je vous rappelle qu'il y a 20 ans, c'est les Hongkongais qui envoyaient à manger de l'autre côté, chez leurs cousins, chez leurs familles, etc. J'ai encore dîné hier soir, on me dit oui, ma tante, elle envoyait du dentifrice, du papier toilette, etc. en Chine où il n'y avait rien. Bon, maintenant, les Chinois, ils ont tout ce qu'il faut, c'est superbe, c'est très bien. Mais voilà, traiter les Hongkongais voilà, mais c'est aussi ça, c'est ça. C'est un peu comme l'argument Hong Kong est chinoise. Ben oui, personne ne dit le contraire. Mais l'autonomie promise, pour le moment, elle est menacée. Et en gros, pour vous donner une idée, comme je vous ai dit, c'est un territoire qui n'était pas démocratique, mais qui était libre dans le cadre de l'état de droit qui a été rendu à la Chine. Et ce sont ces libertés de l'état de droit qui sont aujourd'hui grignotées et qui menacent les Hongkongais. Et quand vous avez connu Hong Kong, comme Hong Kong, ce que c'était que Hong Kong, et si vous voyez que si Hong Kong devient comme une autre ville chinoise, avec toutes les limitations qu'on a aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les caméras, la reconnaissance faciale, les cartes d'identité avec des puces où vous pouvez plus faire, enfin, pouvez plus acheter sans votre carte, vous pouvez plus aller dans le métro, etc., sans votre carte, etc., où c'est un contrôle orwellien en Chine. Et si ça commence à être là où il n'y a plus d'élection du tout, où les gens peuvent plus s'exprimer, la presse est déjà sous contrôle, hein, vous avez quasiment plus de presse libre, vous n'avez plus de télé libre à Hong Kong. Bon, ça va être... C'est comme si nous... Enfin, c'est compliqué, mais imaginez, nous, on vit... Alors, en dépit de toutes les critiques qu'on peut avoir sur notre système, c'est comme si nous, progressivement, les libertés de vote étaient de plus en plus grignotées, vous n'aviez plus de presse libre, vous ne pouviez plus exprimer librement vos pensées, mais tiens, ici, une conférence comme ça en Chine, vous ne l'avez pas. Et c'est dingue, parce qu'il y a encore 7-8 ans avant Xi Jinping, vous pouviez encore. Alors, vous ne parliez pas du Tibet, ok, vous ne parliez pas du Tibet, vous ne parliez pas du Xinjiang, bon, bref. Bon. Mais il n'y avait que ça qui était un peu... Enfin, c'était quand même limité, mais il y avait des choses dont on pouvait parler. Et là, aujourd'hui, j'y vais même plus, parce que c'est moi qui mets en danger les moindres gens que je vais rencontrer. Et qui ne sont pas du tout des avocats ou des gens engagés politiquement. Hein. C'est juste compliqué. Des universitaires ont été arrêtés en Chine, 2 Canadiens sont arrêtés. Huawei, le téléphone, donc c'est des enjeux énormes hein, avec la 5G et la technologie, fait un procès à une chercheuse française de la Fondation de la recherche stratégique parce qu'elle a dit sur C'est dans l'air que Huawei était connecté à l'armée chinoise et au contre-espionnage. Ce qui est la pure vérité, et ce que d'ailleurs, c'est open source, quoi. C'est-à-dire, tout le monde le sait. Enfin, c'est écrit partout. Et dans la loi chinoise, n'importe quelle société chinoise doit rendre compte aux partis et aux services qui le demanderaient tout ce qu'il faut, tous les renseignements dont elle aurait besoin. Donc, voilà, c'est de l'intimidation, c'est de l'infiltration, quoi. J'essaie juste de vous dire qu'en Europe, on a mis du temps à réaliser l'infiltration chinoise dans tous les secteurs en Europe, par exemple, et qui sont déjà très fortes en Asie. Bonsoir. Oui. Passionnante intervention, merci beaucoup. Étant donné les manifestations pro-démocrates à Taïwan, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre finalement à un envenimement finalement réaliste de la situation dans la région,
qui serait potentiellement causée par une intervention physique. Vous m'entendez pas? Si, non, c'est envenimement réaliste. Oui, c'est dire quoi? Une réaction concrète de la part de Taïwan face à une action physique à Hong Kong. Est-ce que c'est imaginable finalement? Est-ce que ça paraît être un scénario plausible? C'est-à-dire que Taïwan réagirait au cas où il y a une intervention. Finalement, qu'est-ce que voilà, où en est Taïwan dans l'implication sur le cas de Hong Kong? Voilà, question simple, super. Non, mais c'est vrai, des fois on se perd. Non, simple les questions. Je vous prie de m'excuser. Non, c'est pour vous, c'est pour vous. Vous êtes. Attends, on est là pour. Je suis confus. Échanger tranquillement. Non, mais voilà, vous auriez pu me dire, mais après Hong Kong, on peut craindre la même chose pour Taïwan. Qu'il se passe la même chose. Et c'est ce qui risque. C'est-à-dire que Taïwan se sent la prochaine cible. Et la Chine n'a jamais caché que Taïwan fait partie de la Chine et qu'on la récupérera coûte que coûte, quitte à avoir une opération militaire d'invasion sur Taïwan. Donc, il est clair que, comme le principe un pays deux systèmes appliqué à Hong Kong, parenthèse, Deng Xiaoping, avant 1984, avait parlé de ce principe, un pays deux systèmes, mais il ne l'avait pas pensé pour Hong Kong, et il l'avait d'abord pensé pour Taïwan. C'était quand même l'élément majeur. Mais Hong Kong était là, donc on a commencé par Hong Kong, voilà, qui légalement allait revenir. Vu que le principe un pays deux systèmes est non respecté, il va être difficile de vendre le produit un pays deux systèmes à Taïwan maintenant, en gros. Et on le voit dans la politique intérieure taïwanaise, vous avez une présidente, Tsai Ing-wen, DPP, indépendantiste mais diplomatiquement soft, qui ne va pas la déclarer, parce que si un président taïwanais déclare officiellement l'indépendance, je ne sais pas comment la Chine va réagir, mais normalement la Chine dit, si quelqu'un, un leader taïwanais déclare l'indépendance, on intervient militairement. C'est absolument pas pensable. Donc on est dans un statu quo à Taïwan où il y a le principe, ok, la Chine c'est Pékin, nous on est République de Chine. République populaire de Chine, c'est la Chine de Pékin, République de Chine, c'est Taïwan. Et on en reste là. Personne n'a osé. Mais l'influence, je pense que l'influence de ce qui se passe à Hong Kong, aujourd'hui, fait monter la présidente taïwanaise qui se représente pour un second mandat, en janvier. En janvier. Présidentielle à Taïwan en janvier. Donc, le Kuomintang, qui est l'autre parti d'opposition à Taïwan, est dans un embarras extraordinaire, puisque eux étaient pour un rapprochement, mais pas jusqu'à une assimilation. Mais aujourd'hui, ils ont du mal à trouver un slogan qui puisse garantir, je dirais, le principe d'autonomie de Taïwan si on se rapprochait de Pékin. Donc ça, c'est un impact, ça aura un impact. Est-ce que c'est à peu près ça la réponse? C'était ça votre question? En l'occurrence, oui, je voulais votre avis sur la question. Ça aura un impact, ça aura un impact. Scénario. Mais scénario, s'ils interviennent à Hong Kong d'une manière ou d'une autre, d'accord, limité, circonscrite, état d'urgence, loi martiale ou autre, ça ne fera que renforcer le camp, pas indépendantiste, puisque c'est comme ça que s'appelle le parti, mais le camp anti-Pékin, en fait, de Taïwan. Voilà. Mais Taïwan n'interviendra jamais à Hong Kong. Si c'était aussi ça, non, s'il y avait cette éventuelle suggestion, non, Taïwan reste suffisamment intelligente pour ne pas, non, on ne va pas s'ingérer dans les affaires de Hong Kong, même si elle défend les manifestants, elle dit, Taïwan s'affirme comme une démocratie chinoise. Et en fait, Taïwan, la démocratie taïwanaise montre, contrairement à ce que disent beaucoup d'autres, que la démocratie est soluble dans le monde chinois. Parce qu'il y a beaucoup de gens,
beaucoup d'éléments qui disent la démocratie, c'est pas pour les Chinois sur le continent. D'abord, contre-exemple à Taïwan et contre-exemple à Hong Kong. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que par les élections de dimanche. Mais bon, le Parlement hongkongais, je ne vais peut-être pas préciser, il n'y a que la moitié des 70 députés qui sont élus directement. Et les autres, c'est encore des élections indirectes par des groupes pro-Pékin. Donc, et la chef d'exécutif, je vous ai dit, c'est un collège électoral. Donc, mais si on laissait finalement l'autonomie comme c'était promis, finalement vous auriez une exception hongkongaise dans le territoire chinois, mais la Chine craint plus que tout, évidemment, qu'un modèle comme ça, démocratique sur le territoire chinois, ne fasse des petits. Enfin, et une mauvaise influence. C'est aussi ça, leur crainte, en se disant ah, pourquoi là, ils ont le droit de voter, nous on peut pas. Alors en même temps, bon, la conscience des Chinois continentaux sur la réalité démocratique à Hong Kong, elle est compliquée parce qu'il y a une censure absolument quasi totale en Chine sur ce qui se passe à Hong Kong, ou s'il n'y en a pas, elle est présentée, je dirais, à l'inverse de tout ce que je viens de vous dire en fait. C'est-à-dire, elle est présentée du côté des manifestants qui sont responsables de tout. Voilà, c'est biaisé. Toutes les images, enfin, c'est pas compliqué. Vous regardez les journaux pro-chinois, puis vous regardez, c'est que les violences des manifestants, les pauvres policiers qui essaient de se défendre, les gens à Hong Kong qui sont contre les violences. Alors, c'est du mensonge total, mais moi, c'est pas du mensonge. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Enfin, voilà. Merci. Bonsoir, merci pour votre conférence. Moi, j'ai une petite question sur le statut juridique actuel de Hong Kong, parce que j'ai vu que les manifestants avaient fait appel au pouvoir britannique, et on m'a expliqué que s'ils avaient fait cet appel-là, c'était parce que les Britanniques avaient rétrocédé Hong Kong, mais pas de façon complète, c'était encore en transition. Donc j'aurais voulu votre explication là-dessus. Pourquoi cet appel justement aux Britanniques, et donc des précisions sur le statut juridique actuel de Hong Kong? Est-ce qu'il est complètement rétrocédé à la Chine ou pas du tout? Mais voilà. Là, vous m'apprenez quelque chose. Si le processus n'est pas terminé, je ne savais pas. J'essaie de vous dépréciser. Si ce que vous dites, si les Hongkongais ont fait appel à la Grande-Bretagne, bon, ils ont appelé à la Grande-Bretagne pour que les députés britanniques réagissent et portent la question de la violation du traité sino-britannique, parce que ça les concerne quand même au premier plan, pour qu'ils réagissent sur le sujet. Ils ont aussi demandé, et ça c'est technique, c'est pas totalement dans le statut juridique, ils ont demandé à ce que les Hongkongais qui sont porteurs d'un passeport, c'est un peu technique, mais beaucoup de Hongkongais, en fait les Britanniques ont délivré à des milliers de Hongkongais avant 1997, un passeport spécial qui est le BNO, c'est le British National Overseas. Et en fait, c'est un passeport qui leur permet de voyager et qui leur permet d'aller en Grande-Bretagne sans problème et d'y rester 6 mois. Donc c'est une sorte de... c'est un passeport spécial où ils ont le droit d'être 6 mois en Grande-Bretagne, mais ça n'est pas la nationalité britannique. Donc, certains ont probablement demandé aux députés britanniques, mais ça c'est très extrême, d'octroyer la nationalité britannique à tous les porteurs de BNO. Ça c'est compliqué. Ça on voit pas. Alors, évidemment, il n'était pas prévu qu'il y ait le Brexit, et là les Anglais ils s'en fichent un peu quoi, de Hong Kong. Enfin, il n'y a pas que, parce que les Français aussi, mais bon, et pas que les Français. Donc ça c'est plus compliqué d'agir. Je pense que c'est plus parce que je vois pas d'autres appels. Enfin, ils ont appelé à ce que les Britanniques. Pardon. Non, mais parce qu'on considère que le traité a été signé entre les Britanniques et les Chinois, et qu'à ce titre, les Britanniques doivent être les premiers à dénoncer la violation du traité par les Chinois. Ce qui n'a pas été fait de façon totalement forte. Vous avez eu quelques députés par-ci par-là, mais dans le contexte du Brexit, c'est vrai que c'est pas de chance.
Vous avez le dernier gouverneur, Chris Patten, qui lui prend la parole et dit, c'était le dernier jusqu'en 97, qui lui a essayé d'accélérer au maximum ce qui pouvait être mis dans le processus de démocratisation, mais c'était bien trop tard. Enfin, à la limite, les Britanniques auraient dû imposer... Enfin, mais bon, on va refaire l'histoire. S'ils avaient réussi, avant 97, à imposer le suffrage universel pour ne serait-ce déjà que le Parlement, ça aurait été déjà une grosse victoire, mais ça n'a pas été... Ça, c'est pas possible. Ça s'est pas fait. C'est pas fait, quoi. C'était un peu tard. Mais c'est pour ça, les Britanniques, c'est comme si nous, avec nos anciennes colonies africaines, on se tourne vers la France parce que c'était des liens directs. C'était l'ancienne colonie britannique, quoi. C'est pour ça qu'ils s'adressent à eux. Mais ils s'adressent aussi aux Américains, vous avez vu. Parce que les Américains, c'est vrai que dans le contexte aujourd'hui, sans pression, intervention extérieure d'une puissance telle que les États-Unis, je vois pas d'issue pour l'instant. Je vois pas d'issue. Enfin, je veux dire, Pékin ne fera pas de concession. Mais donc Pékin est toute puissance sur Hong Kong et les Britanniques ne peuvent intervenir qu'en tant que puissance étrangère. Mais ils peuvent pas. La souveraineté chinoise est légale sur Hong Kong. C'était votre point. Donc elle est totale. Si vous voulez, il n'y a plus, enfin, vous voyez, il y a plus un alinéa quelque part qui dirait que en cas de grand problème, la Grande-Bretagne pourrait. Non, il n'y a pas. Comme disent les Chinois, et à raison, Hong Kong fait partie de la Chine. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ils ont raison. Mais ils ne tiennent pas les promesses qu'ils avaient prises en 84. Et personne ne peut... C'est-à-dire, si on était encore en 84, où la Chine était 150e puissance, avec encore pauvre et dépendante, et avait besoin des autres, et qu'ils auraient pu se soumettre pour obtenir des choses, il y avait encore des leviers. Mais maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus de leviers. Très peu, quoi. Sauf les Américains qui ont des leviers parce qu'on est en pleine guerre commerciale, mais on n'est pas sur une guerre commerciale, on est sur une guerre d'influence qui va encore durer pendant des années. Hein, là, on est sur l'économie, les barrières douanières, mais c'est un épiphénomène, là, mais on est dans un combat entre la puissance américaine et la puissance chinoise pendant un bout de temps. Et les pseudo-premiers chapitres de l'accord avec les Chinois, c'est rien pour l'instant. Enfin, on n'est qu'au début du début. Et je ne sais pas si vous auriez une question sur la loi qui a été votée par le Congrès américain la semaine dernière, c'est-à-dire le Sénat et les représentants, à l'unanimité, moins une voix, ont voté un projet de loi qui s'appelle le Human Rights Democracy Hong Kong Act, qui est voté totalement par le Congrès, moins une voix, mais enfin, quand vous avez républicains et démocrates qui sont à 100% derrière une loi, c'est exceptionnel, donc derrière Hong Kong, pour défendre le statut de Hong Kong, pour menacer les Chinois de remettre en cause chaque année le statut spécial de Hong Kong économique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui donne à Hong Kong un statut qui n'est pas celui d'une autre ville chinoise. Donc cette loi, elle est sur le bureau de Donald Trump, là. Il a jusqu'au 3 novembre pour la signer ou il a posé son veto. Donc c'est suspendu. S'il la signe dans le contexte des négociations économiques, là c'est un levier. Enfin, pour Trump, c'est un levier pour obtenir des choses. Cette loi, elle est compliquée parce que symboliquement, elle est forte. Pour les Hongkongais, c'était une victoire que le Congrès la vote. Mais les Américains perdraient beaucoup d'argent aussi. Parce qu'ils font beaucoup d'argent aussi dans le commerce avec Hong Kong. Mais la Chine perdrait énormément d'argent parce que chaque année, revue de la situation des droits de l'homme et de l'autonomie à Hong Kong, si ça n'est pas respecté, on lâche le statut spécial de Hong Kong voté en 92 par les Américains. C'est-à-dire Hong Kong est spécial. Et donc, c'est aussi une épée de Damoclès sur les financements chinois, financiers à Hong Kong. Et c'est un problème. Ben, voilà. Donc ça, c'était important. Ça va être l'actualité dans les 2-3 jours, quoi. Oui. Ma question portait sur
Je... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Hong Kong, il n'y a pas d'usine. Comme vous dites, c'est du financier. Alors, tant que le statut de Hong Kong permet de faire entrer, sortir des flux financiers, bancaires, ventes, signature de contrats, c'est ça la force de Hong Kong. C'est quand vous signez un contrat d'affaires avec des avocats que je connais bien à Hong Kong, vous avez une garantie, parce que vous avez encore un état de droit. Si vous vous faites avoir, vous pouvez porter plainte. Donc c'est beaucoup plus crédible qu'en Chine, où là, vous signez un contrat, ça n'engage que vous, quoi. L'autre partie chinoise ne le respectera jamais. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les avocats chinois de Hong Kong. Hein. Donc, et jusqu'à présent, moi j'ai vu des gens de la sécurité, des banquiers. Vous savez, maintenant vous appuyez sur un bouton, puis vous transférez 10 millions de dollars. Bon. Mais si l'incertitude des expatriés, parce que vous avez quand même des centaines de milliers d'expatriés qui travaillent avec leurs enfants, qui sont là-bas, etc., si la sécurité n'est plus garantie, ça va commencer à poser un problème sur qui on laisse sur place. Mais on n'en est pas encore à l'évacuation. En revanche, il y a, avec les universités qui sont en recess maintenant, et vous avez quand même des dizaines et des dizaines d'étudiants étrangers qui ont été rapatriés, notamment 50 étudiants de Sciences Po qui étaient là-bas, qui sont entrés, d'autres écoles, d'autres sont allés à Taïwan. Taïwan les accueille d'ailleurs. C'est quand même ça fait partie de ce que Taïwan peut faire, c'est-à-dire on vous accueille, même des étudiants hongkongais, mais on n'en est pas encore à l'évacuation avec des milliers de personnes sur l'aéroport en train d'attendre le dernier avion, comme à Tiananmen à Pékin en 89 où j'étais, où tout le monde fuyait, parce que l'armée était dans la rue. Et les Japonais étaient les premiers à partir à l'époque d'ailleurs. C'était terrible. Et en parlant des Japonais, les Hongkongais commencent à taxer les policiers hongkongais et comparent cette époque de violence policière à l'occupation japonaise pendant la guerre. Donc, pour que des Chinois de Hong Kong comparent des policiers de Hong Kong à des policiers japonais de la guerre, c'est qu'ils sont traumatisés, quoi. Les violences sont quand même fortes, quoi. Nous, on est habitués à des violences de manifestation. On en a, mais on a une culture de la manif, on a une culture des violences des CRS depuis 68, etc. Mais à Hong Kong, jamais vous n'aviez eu de violence policière. L'unité policière était une des meilleures d'Asie. Vous étiez à 2h du matin, des policiers dans la rue, vous leur demandiez votre chemin, ils vous accompagnaient. Enfin, c'est ce qu'on disait, les best and brightest de la police, quoi. C'était incroyable. Ils avaient un képi, ils n'avaient pas d'armes, vous y êtes allés, voilà. C'était les meilleurs. Et ils sont devenus ça en 5 mois. Et ça, pour les Hongkongais aussi, c'est un traumatisme, quoi. Et puis pour ceux qui connaissent Hong Kong aussi, ça. Et on peut s'attendre à... Voilà, les violences, il y a carte blanche, il n'y a plus de référents. Personne, ils sont aux ordres, finalement, de la sécurité publique chinoise. Ils ne sont pas aux ordres de la chef de l'exécutif, en fait. Ils arrêtent n'importe qui dans la rue, hein, c'est pas que des manifestants. Et vous voyez les images tous les jours sur les réseaux, c'est assez violent. Mais les expatriés sont préservés encore. Ils sont sur mid-level, ils sont encore dans leur petit cocon protégé, quoi. Alors maintenant, pour les enfants ou les gens qui iraient faire des stages là-bas, autant au mois de juin, j'ai dit encore à des amis, oui, ta fille, elle peut aller faire un stage à Hong Kong, ça va. Là, je dirais plus ça, quoi. Puis tout à fait, ouais, je dirais vraiment pas ça. Alors que vraiment, pour que je dise ça, c'est que c'est pas forcément effectivement le contexte idéal, quoi, pour faire un stage en ce moment. Avant, il y avait 2-3 quartiers, quoi. Maintenant, c'est partout. Ça peut, voilà, des métros. Alors les métros, pour vous donner une idée, les métros ferment. C'est une loi martiale, mais à 21h30, ça ferme. C'est comme si vous pouviez plus sortir. À Hong Kong, vous n'avez pas 50 moyens de transporter. Il n'y a plus de minibus. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc c'est quand même des choses. Voilà. Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce qu'il y a aussi des manifestations à Macao ? Ah, non. Et puis, est-ce qu'il y a un risque de contagion des protestations à Guangzhou ou dans d'autres villes chinoises ? Ah, bonne question.
Macao, vous savez combien d'habitants à Macao? 250 000. C'est tout petit et c'est beaucoup plus contrôlé. C'est pas la même histoire. Il y a une opposition, mais elle est minimale. Donc il y a quelques petits comme ça de réactions, mais c'est pas énorme. Et les chances ou les risques de contagion sont quand même très limités. De l'ampleur de ce qui se passe, hein. C'est-à-dire les revendications de l'autre côté sont compliquées. Même si en Chine, vous avez des manifestations dans pas mal d'endroits, dont on parle peu, parce que des fois on a peu d'images, mais les gens protestent, pas pour la liberté et la démocratie ou autre. Il y a une usine chimique qui va s'installer à côté du village, les gens protestent. Et si c'est suffisamment bien, je sais pas, pris en considération, on va ne pas le faire, on va la déplacer, ou on attend et on le fait plus tard. Enfin, mais il y a beaucoup de conflits sociaux, mais éteints localement, dans pas mal d'endroits. Et voilà, donc ça c'est. Mais l'idée en 85, 90, 97, l'idée c'était que Hong Kong allait contaminer la Chine sur un processus démocratique. C'était ça un peu le schéma qui aurait, voilà, avec la Chine qui s'ouvrait, qui vivait mieux, et évidemment allaient venir les idées démocratiques et autres. Ben non. Ça, Xi Jinping, depuis 2012, sert une vis que personne, vraiment en 2012, personne ne pouvait anticiper une telle reprise en main de tout l'appareil politique, policier, militaire, judiciaire, qu'il a tout entre les mains. Et comme il est leader à vie, désormais, je veux dire, voilà. Alors, je vous fais remarquer qu'il y a eu des fuites de documents officiels ces derniers jours sur la situation au Xinjiang. Ces fuites viennent quand même d'officiels très haut placés chinois. Ce qui laisse penser, mais ça on le sait depuis quelques mois, c'est qu'au sein même du régime, c'est pas aussi monolithique et aussi le régime de Xi Jinping n'est pas aussi puissant et imbattable et qui ne peut pas s'effriter. Il y a des clans au sein des hautes sphères qui travaillent dans l'ombre pour déstabiliser quand même Xi Jinping. Mais ça se fait pas. Ça va pas être. Il n'y aura pas de coup d'État. On peut jamais jurer de rien, mais il n'y aura pas de coup d'État intérieur. Enfin bon, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer, quoi. Il y aura un cycle. Il y a un cycle Xi Jinping et on ne sait pas jusqu'à quand il va durer. Et après, il y aura un cycle peut-être totalement inverse. Mais ça, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas l'anticiper. Jamais je regarde ma boule de cristal par rapport à la Chine parce qu'on est sûr de se tromper. Merci beaucoup. Voilà. Okay. Au revoir.